en main son destin. Quand on est si proche, quand les destinées individuelles et collectives sont tellement imbriquées, on n'a pas toujours le recul nécessaire pour comprendre les sentiments de l'autre, bien mesurer ses frustrations et sans doute ses angoisses. Derrière l'émancipation des femmes, l'effort d'éducation et de formation, le dynamisme économique, l'émergence d'une classe moyenne, il y avait une désespérance, une souffrance, un sentiment d'étouffer dont il nous faut le reconnaître, nous n'avions pas pris la juste mesure. Il y avait le désespoir d'une jeunesse, souvent diplômée, qui ne trouvait pas de travail et qui se sentait dépossédée de son avenir. Il y avait une colère qui venait d'un sentiment d'injustice, il y avait une révolte morale que nourrissait une insupportable corruption. Et puis il y avait une irrésistible aspiration à la liberté trop longtemps étouffée qui brusquement s'est libérée. Cette libération ne pouvait venir que du peuple tunisien lui-même. Que le peuple tunisien soit assuré que le peuple français est solidaire de lui dans sa marche vers la démocratie et vers la liberté. C'est avec amitié et avec respect que la France se tient à ses côtés dans cette période cruciale. Une ère nouvelle s'ouvre pour les relations entre la Tunisie et la France, des relations de confiance fondées sur des valeurs partagées, de démocratie et de liberté. Et c'est dans cet esprit que j'ai demandé à François Fillon et au gouvernement de préparer un certain nombre de mesures qui seront proposées aux autorités tunisiennes pour leur apporter le soutien de la France dans les circonstances exceptionnelles qu'elles ont à affronter et dans l'urgence à laquelle elles ont à faire face, en particulier sur le plan économique. Je souhaite que dès lors qu'elles répondent aux souhaits du gouvernement tunisien, ces mesures puissent être mises en œuvre au plus vite et pour certaines dès le prochain Conseil des ministres. Par ailleurs, la France s'attache à la recherche systématique des richesses pillées qui doivent être rendues au peuple tunisien. La France va aussi intervenir auprès de ses partenaires européens pour que la Tunisie obtienne la procédure d'octroi du statut avancé, afin que toutes les objections de principe qui sont maintenant levées puissent aboutir dans les plus brefs délais. Ce sera la plus belle marque de confiance que l'Europe pourra témoigner à la toute jeune démocratie tunisienne. Enfin, je veux dire au peuple tunisien qu'une partie de son avenir se joue dans l'Union pour la Méditerranée, que la Tunisie doit y prendre toute sa place. Il faut que la Méditerranée cesse d'être un lieu de conflit, de violence, de tragédie, pour devenir un lieu de partage, de coopération, un grand espace de co-développement, de création, de culture, de paix. C'est une entreprise difficile, mais plus que jamais d'actualité. Nous appelons tous les gouvernements et tous les peuples d'Europe et de la Méditerranée à donner un nouvel élan à l'Union pour la Méditerranée. Il y va incontestablement de l'avenir de tous. Monsieur le Président, je voudrais poser une question à propos de la Tunisie, justement, puisque vous venez d'en parler. Quelques jours avant la chute du président Ben Ali, Madame Alliot-Marie, ministre des Affaires étrangères, a proposé l'aide de la police française à la police tunisienne. On entend bien que ça n'était pas pour se livrer à des brutalités ou à tirer dans la foule, mais enfin, il s'agissait quand même d'aider le régime Ben Ali à rester en place. Certains s'étonnent que Madame Alliot-Marie soit toujours en place. Et donc je voudrais votre sentiment sur la question. Et j'ai une deuxième question subséquente, c'est cette attitude de soutien très clair au régime Ben Ali sera-t-il reproduit à l'égard des autres régimes de la région, dont certains sont également des régimes très despotiques? Ce sont des affaires extrêmement difficiles et je vais vous répondre le plus clairement possible. D'abord, s'agissant de pays qui ont été des colonies françaises, protectorat pour les uns, mais Côte d'Ivoire, c'était la France, Algérie, c'était la France. Quelles que soient vos convictions aux uns et aux autres, vous comprendrez que le président de la République française
en charge des intérêts de la France doit tenir compte du poids de l'histoire dans le jugement qu'il porte sur les évolutions de chacun de ces pays. Je vous demande d'y réfléchir en toute objectivité. On ne peut pas parler d'un pays avec la même liberté quand il y a 50, 60, 70 ans, moins parfois, ce pays ressentait la colonisation française comme une souffrance, comme on peut parler d'un pays où les blessures de l'histoire soit n'ont pas existé, soit ont été totalement refermées. Est-ce que je me fais comprendre? C'est très important, ça. La puissance coloniale, fut-elle quelques décennies en arrière, est toujours illégitime à prononcer un jugement sur une affaire intérieure de l'ancienne colonie. Et vous le savez. Et tout le monde le sait. Donc je revendique une certaine réserve lorsqu'il s'agit de commenter les événements de pays qui ont été la France et qui ne le sont plus. Parce que je ne veux pas que la France soit assimilée à un pays qui a gardé des réflexes coloniaux. Et il y a, me semble-t-il, une très grande contradiction à afficher le principe de la souveraineté de chacun, le respect des pays à s'administrer par eux-mêmes et l'obsession de faire intervenir la France à tout moment de la vie de ces pays. Hein, je revendique cette réserve ou ce recul. Bon, spécialement pour l'Algérie, mais pas que pour l'Algérie. J'observe d'ailleurs que ceux-là même qui me reprochaient dans la conformité à ce qu'ont fait mes prédécesseurs, mais après tout, c'est moi le président, donc c'est normal qu'on me fasse le reproche à moi, de ne pas m'être assez inséré dans les événements tunisiens, sont les mêmes qui m'ont reproché la précipitation sur la Côte d'Ivoire, alors même que les Nations Unies avaient surveillé les élections, garanti les élections et annoncé qu'il n'y avait qu'un seul président, le président Alassane Ouattara. Donc, je revendique cette réserve. Bon. Si la France n'avait pas eu la même histoire avec le Maghreb, sans doute mon attitude et mon propos seraient-ils plus libres. Mais peut-être ai-je tort, mais en tout cas, je revendique en tout cas cette dimension-là. Parce que, très rapidement, le pays qui a le sentiment qu'une influence étrangère se manifeste trop lourdement rassemble toutes ses forces contre l'étranger. Et vous le savez très bien, vous connaissez très bien ces formules. Deuxième remarque que je voudrais faire, qui n'enlève rien à ce que j'ai dit dans mon propos, hein, liminaire. La France abritait la quasi-totalité de l'opposition démocratique tunisienne. Comment peut-on dire que la France n'a pas aidé la Tunisie alors que la France a ouvert largement à toute l'opposition démocratique tunisienne son pays? Ça me l'a été assez reproché par les autorités tunisiennes, qui n'ont cessé, à chaque fois qu'un ministre ou que moi-même nous nous rendions en Tunisie, de reprocher les complots ourdis par la France parce que toute l'opposition tunisienne démocratique était en France. Si elle était en France, c'est donc bien qu'on les a acceptés et même protégés. Et même protégés. Et je ne parle pas des islamistes qui, pour des raisons que vous connaissez, se trouvent à Londres. Ce que je n'aurais pas accepté, pour certains d'entre eux. Donc l'opposition est ici. Et ça a donné l'objet de grandes polémiques. Troisième élément, nous surveillons avec préoccupation les évolutions dans un certain nombre de pays.
en nous gardant bien de donner le sentiment de nous emmêler et de vouloir promouvoir un type de gouvernement confortable pour la France et qui n'aurait pas été saisi par les autres. Je dis attention. Quatrièmement, tout ce que les autorités légitimes de Tunisie nous demanderont, nous le ferons. Mais je rappelle que le général de Gaulle avec le président Bourguiba avaient des rapports, que le président Pompidou, le président Giscard d'Estaing, le président Mitterrand, ils avaient raison, avaient des relations avec le régime qui était en place en Tunisie, à moins qu'on coupe toute forme de relation avec eux et qu'on discute dans le monde qu'avec ceux à qui on n'a aucun reproche à faire. Faisons attention d'ailleurs qu'eux-mêmes n'aient pas des reproches à nous faire. Et ça dessine les contours d'une France qui donnerait des leçons. Image qui nous a fait beaucoup de mal, parfois dans le passé. Et que vous-même, vous avez été très rapide à stigmatiser, sans doute à juste raison par le passé. Enfin, s'agissant des déclarations de Mme Alliot-Marie, enfin, vous-même, vous avez répondu à la question en assurant avec beaucoup d'éloquence la défense de Mme Alliot-Marie. Je ne saurais faire mieux, puisque vous avez dit naturellement Mme Alliot-Marie n'avait pas la volonté, en quoi que ce soit, d'assurer quelques sentiments défavorables aux manifestants, mais simplement d'éviter qu'il y ait plus de drames. La forme a pu porter à polémique, j'essaie de me tenir éloigné des polémiques. Les intentions, elles étaient tout à fait transparentes, vous les avez vous-même soulignées, et j'essaie sur des questions de cette importance de ne pas me laisser distraire par la polémique, de rester sur les affaires de fond. Sans doute nous avons sous-estimé, nous la France, cette aspiration de nos amis tunisiens à la liberté, c'est pas de soi, mais en même temps, restons sur une prudente réserve très amicale à l'endroit du peuple tunisien. Et quand je propose que la France soit l'ambassadeur de la Tunisie pour qu'elle obtienne ce statut avancé avec l'Europe, je crois que c'est une réponse à la hauteur des enjeux. Voilà. Monsieur le Président. Et je ne dis pas que c'est simple pour autant tout ceci. Et j'en vois beaucoup qui savaient exactement ce qui allait se passer, mais qui auraient gagné à nous le dire avant. Ça nous aurait permis d'éviter sans doute des approximations. Monsieur le Président. Mais je vous l'avais bien dit, d'après les événements, correspond en général à un silence sidéral avant les événements. C'est classique. Monsieur le Président.